Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Carafif, la chaîne libre, gratuite et sans pub, et qui le restera. Merci de me rejoindre pour ce tuto numéro 34 consacré à Darktable. Vous avez dû le remarquer, en fin d'année, nous avons reçu la dernière version de Darktable 2.2.0. Comme chaque année à la même période, les développeurs nous ont fait un petit cadeau sous notre sapin informatique et nous a apporté la dernière version majeure de Darktable. Je vous invite comme chaque année à venir lire la merveilleuse dépêche sur linuxfr.org, la dépêche traitant justement de la sortie de cette 2.20. L'équipe de Mathieu, moi et de ses petits copains ont encore fait un boulot remarquable, comme vous pouvez le constater sur ce déroulement d'écran, tout y est. Des explications claires, concises, complètes sur les évolutions de la dernière version et comment s'en servir. Parmi ces évolutions, il y a un nouveau module, le module liquéfié, que nous attendions tout particulièrement. Mais sachez que ce petit module a une histoire vraiment absolument incroyable. En effet, le nom du développeur initial était Marcello Peratonner. Il avait fait un travail énorme jusqu'en 2014 sur ce module qui fonctionnait assez bien, et puis plus de news. Après quelques mois, Pascal Aubry a relancé Marcello. Après avoir quelques échanges éparses, il a vite compris que la motivation n'y était plus. Pourquoi? Mystère. Après tant d'efforts, pourquoi avoir jeté l'éponge? Bon, Pascal avait trouvé ça un petit peu curieux. Qu'à cela ne tienne, pour son travail studio, Pascal attendait beaucoup ce module. Alors il a proposé son intégration en ayant initialement quelques réticences. Il était encore frais dans le développement de Darktable. Il fallait comprendre que les développeurs avaient quelques inquiétudes car c'était un module imposant. En fait, pour savoir, c'est un des modules les plus imposants, voire le plus imposant, puisqu'il fait en gros 2 fois la taille des principaux modules de Darktable. Après donc pas mal de discussions, il a compris qu'il était possible de voir en fait son intégration possible, alors il a bossé. Le plus gros problème de ce module est qu'il n'était pas intégrable en l'état, il fonctionnait plus ou moins bien mais ne respectait pas du tout les contraintes de Darktable pour l'enregistrement des XMP par exemple. L'implémentation était donc impossible à porter telle qu'elle. Qu'à cela ne tienne, on est dans l'open source ou pas? Après donc plusieurs mois acharnés sur ce module et plus de 1000 lignes supprimées en retravaillant le code, le factorisant, en enlevant les parties inutiles, les premiers retours positifs sont venus. Fort de cette première étape, il a continué à travailler sur ce module jusqu'à son intégration en janvier 2016, un travail total d'environ 8 mois. Après janvier 2016 et les premiers retours, des corrections de bugs toute l'année, et jusqu'à la version finale en novembre 2016, juste à temps pour la 2.2. Si Darktable existe, c'est parce qu'il y a derrière chaque module des Marcello et des Pascal Aubry qui travaillent dans l'ombre pour améliorer ce logiciel. C'est en cela qu'un logiciel libre ne peut être comparé avec un logiciel commercial. Ce module est une merveille et on ne le retrouve sous aucun des rotiseurs de ce type, libre ou non d'ailleurs. C'est la raison pour laquelle il faut s'accrocher, il faut suivre Darktable, toujours, parce que vraiment, ce logiciel est absolument incroyable. Incroyable parce qu'il y a derrière lui des Pascal Aubry, des Marcello et bien d'autres encore. Ce petit module justement, qu'est-ce qu'il a dans le ventre? Eh bien c'est ce que nous allons voir en suivant la suite de cette vidéo. A tout de suite. On retrouve le module liquéfié dans les tiroirs des modules d'amélioration. Nous allons donc dans un premier temps dérouler les outils, voir comment ils fonctionnent, comment on peut appliquer les réglages dessus, et puis ensuite nous décortiquerons 5 petits essais faits sur 5 photos différentes pour vous montrer un petit peu l'étendue des possibilités de ce module. Lorsque nous aurons vu les effets de ce module, nous allons revenir sur chaque photographie et voir exactement de quelle manière je m'y suis pris pour obtenir les résultats que je vous montrerai tout à l'heure. Mais dans un premier temps, ce que je vous invite à faire, c'est de télécharger sur Google Images par exemple, la photo d'un damier. Si je vous propose de récupérer cette photo, c'est tout simplement parce qu'un damier est une figure, comment dirais-je, une représentation géométrique très intéressante pour pouvoir se rendre compte des effets des outils. Car si vous les attaquez d'emblée sur un visage ou sur un paysage ou sur une photo classique, vous aurez peut-être un peu de mal à les appréhender. Téléchargez donc cette petite image, ouvrez votre Darktable et on se retrouve dans un instant. A tout de suite. Pour commencer, nous allons faire un petit peu de terminologie. C'est très important pour comprendre correctement le fonctionnement du module. Je vais sélectionner le mode point, venir poser un point au milieu de mon image, et vous voyez qu'instantanément, un grand cercle jaune vient d'apparaître. Je ne viens pas seulement de poser un point, mais je viens de poser ce que l'on appelle un nœud. Un nœud est composé de 3 choses. Un point central, que je peux pincer avec le bouton gauche de ma souris, et que je peux déplacer à ma guise. Un vecteur, qui détermine le sens, la force, mais aussi l'orientation du réglage, nous allons voir ça dans quelques petits instants, et un grand cercle qui délimite la zone extérieure, donc la zone intérieure, pardonnez-moi, la zone jaune, c'est ce que l'on appelle la zone d'affectation. Cette zone d'affectation, grâce à cette petite poignée, je peux la faire varier, en taille, et bien entendu, tout ce qui se situera à l'intérieur sera impacté par le réglage, mais pas touché au-delà de cette zone. Je vous disais qu'il y avait un vecteur. Si je le pince avec le bouton gauche de ma souris, et que je le tire, plus je le tire, plus je vais augmenter la force de mon réglage.
regardez. Hop, magique, il est en mode progressif linéaire, et vous voyez, grâce au damier, la représentation de ce que je viens de modifier grâce à ce réglage. Je vous disais aussi qu'on pouvait en régler l'orientation, car ce petit vecteur, on peut le faire tourner et ainsi modifier, comme vous pouvez le constater, la nature du réglage à l'intérieur de mon image. Ce nœud est très important, car il est la base de tout le module. Un point est un nœud. Si vous prenez un segment, ici, une petite droite, vous aurez plusieurs points, plusieurs nœuds sur une droite. Et si vous prenez une courbe, c'est exactement la même chose. Ce que vous êtes capable de faire à partir d'un point, d'un nœud, vous le ferez pour autant de points, autant de nœuds sur chacun des autres outils, à savoir le segment, l'outil ligne donc, et l'outil courbe. Mais les capacités de ce petit nœud ne s'arrêtent pas là. Je vous ferai remarquer ici que nous avons dans la petite fenêtre une petite bulle d'information qui vous donne le nombre de formes et le nombre de points. Car en effet, dans votre image, vous pourrez faire plusieurs réglages. Non seulement plusieurs réglages, mais plusieurs réglages de nature différente. Vous pourrez faire par exemple 4 points, 2 segments et 3 courbes. Cette petite indication numérique vous donne à gauche le nombre de formes, il y en a bien une, c'est ce que je viens de poser, et le nombre de points qui les composent, 1. Si je repose un autre segment composé de 2 points, j'aurai à ce moment-là 2 formes et 3 points. Sympa, non? Si je clique sur ce vecteur, à l'aide du CTRL-clic, hop, je passe en mode radial. Cette fois-ci, le comportement du réglage est différent. J'aurai 100% du réglage dans le cœur de mon image et 0 en périphérie. Je peux donc faire varier, hop, ce réglage et faire varier aussi ma zone d'affectation. Vous voyez que je suis en mode radial, on a bien un effet saillie dans le cœur de mon cercle. Si je clique à nouveau une fois avec un CTRL-clic sur le segment, je passe cette fois-ci en mode radial inversé. Et là, bien entendu, c'est le contraire. Vous avez 0 dans le cœur du cercle et un maximum de réglage dans la périphérie. Et là, nous avons un effet plutôt serrant, comme vous pouvez le constater. Si je tire et que j'augmente mon réglage, je viens comprimer l'ensemble de cette zone et on voit bien grâce au damier de quelle manière le module se comporte. Toujours, je peux faire varier ma zone d'affectation et vous voyez que plus je tends ma zone d'affectation, plus en général je modifie peu l'image, plus j'ai de progressivité. Puisque je parle de progressivité, il existe encore un autre petit système. Je vais revenir avec un CTRL-clic au mode classique, mode linéaire progressif, et je vais cette fois-ci avec un simple clic, cliquer sur le point du milieu, et regardez ce qu'il se produit. Je me retrouve avec deux autres anneaux qui sont bien entendu réglables grâce à leur poignée, et ces deux anneaux vont vous permettre de régler le seuil de progressivité de votre réglage. Ainsi créer en quelque sorte deux butées, une butée de départ et une butée d'arrivée. Nous aurons donc deux zones tampons, deux zones que l'on pourra maîtriser encore plus grâce à ces deux cercles. Regardez, hop, vous voyez, je peux régler plus progressivement mon réglage grâce à ces deux petits anneaux. Un clic dans le point me fait revenir au mode initial. Génial, non? Le fonctionnement de ce nœud sera exactement le même sur les lignes et sur les outils courbes. Pour autant de points que vous aurez autant de nœuds et donc autant de fois la possibilité de faire ce que je viens de faire devant vos yeux. Allez, on va monter une deuxième ligne et on va regarder comment ça se produit. A tout de suite. Je vais cette fois-ci implanter une ligne, un segment. Je clique, je pose mon premier point à l'aide du bouton gauche de ma souris et vous voyez qu'une ligne dynamique suit le mouvement de mon pointeur de souris et attend l'implantation d'un deuxième point. Je clique, toujours avec le bouton gauche, et si ma ligne me convient, un bouton droit, et celle-ci est créée. Je me retrouve donc bien avec une forme composée de deux points. Ces deux points, ces deux nœuds, vont se comporter exactement comme les nœuds tout à l'heure dans mon réglage. Je vais pouvoir indépendamment faire varier les vecteurs, les zones d'affectation, hop, et déplacer mes points comme bon me semblera. Si je me place au milieu ou à n'importe quel autre endroit d'ailleurs de mon segment et que je fais un CTRL-clic, je pose un point supplémentaire. Je peux en poser autant que je le souhaite. Et vous voyez que le troisième n'échappe pas à la règle, il peut lui aussi faire absolument tout ce qu'il enchante. Si je me place sur un segment et que je fais un CTRL-ALT-clic, je passe le segment en mode courbe. Le problème, c'est qu'avec mon petit logiciel de capture, j'ai quelques bugs vidéo. J'espère que cette fois-ci, cela ne le fera pas à nouveau. Je clique, non, ça ne marche pas. Ah si, voilà.
Vous voyez qu'en cliquant avec un CTRL-ALT-clic sur le segment, je suis repassé en mode courbe. Cette fois-ci, ce n'est plus des segments, mais des courbes. En faisant l'effet inverse, CTRL-ALT-clic, je repasse du mode courbe au mode segment, et là je me retrouve en partie droite, un petit peu à l'instar de ce qu'on retrouve sur les masques dessinés. Si je me place par exemple encore au milieu, je peux faire un CTRL-clic et rajouter des points. Génial, non? Chaque point, chaque nœud, de la même manière qu'un point, peut être traité indépendamment et donc affecter à cette ligne sa propre zone de réglage. Voyons un petit peu comment l'outil courbe fonctionne. Nous allons rajouter une petite difficulté à notre module liquéfié. A tout de suite. Je vais cette fois-ci utiliser le mode courbe. Je clique, je pose un premier point avec le bouton gauche de ma souris, un second, puis un troisième. Bouton droit pour immortaliser ma ligne. Vous voyez que cette fois-ci, si je saisis un point, ce ne sont pas des segments mais des courbes que je vois apparaître. Indépendamment, sur les trois nœuds, je vais pouvoir faire varier, comme pour le segment, les zones d'affectation, les vecteurs, etc., etc., etc. Mais, cette fois-ci, en mode courbe. Si je saisis un point, vous voyez que lorsque je le bouge, automatiquement, le comportement des courbes à droite et à gauche de ce point sont traités par le logiciel automatiquement. Mais il existe d'autres modes qui peuvent vous apporter encore plus de contrôle sur vos points, donc sur vos nœuds. Si au lieu de cliquer au centre de mon point, cette fois-ci je CTRL-clic, je vais faire bouger ce petit rond et le transformer en triangle. Je clique, et vous voyez qu'ici je me retrouve avec un triangle. Je vais faire cela sur tous les points, et vous faire remarquer une petite chose. J'ai fait apparaître, grâce à ce triangle, deux petites poignées, des poignées de courbe de Bézier. Cette fois-ci, je ne suis plus en mode automatique, je suis en mode courbe. Ce mode courbe me permet de saisir ces poignées et de faire varier, indépendamment, à droite ou à gauche, les courbes de ma composition. Si cette fois-ci je refais un autre CTRL-clic, je n'ai plus un triangle mais un losange cette fois-ci. Et là, en saisissant une poignée, n'importe laquelle, je peux faire bouger les deux en même temps. Mais regardez attentivement, si je bouge l'amplitude de ma courbe, ici, par la tension de ma poignée, je ne bouge qu'une seule poignée à la fois, juste celle située à gauche. Si je CTRL-clic à nouveau, ce n'est plus un losange mais un carré que j'aurai, et là, je me retrouverai en mode symétrique. Non seulement je bouge les deux, mais je fais varier l'amplitude de mes courbes de Bézier simultanément des deux côtés. C'est le mode symétrique automatique. Génial, non? On récapitule. Le rond, je suis en mode automatique. Le triangle, je suis en mode courbe. Je peux donc agir à droite ou à gauche sur une des deux poignées de la courbe de Bézier. Je CTRL-clic à nouveau, j'ai un losange. Je bouge les deux courbes de Bézier hop, en même temps, mais je ne gère l'amplitude que d'un seul côté. Et lorsque je CTRL-clic une autre fois, je me retrouve avec un carré, où cette fois-ci, je fais bouger simultanément les deux courbes, et je gère l'amplitude de mes poignées de courbe de Bézier des deux côtés symétriquement. Toujours, chaque nœud, indépendamment les uns des autres, peuvent être déplacés, retravaillés sur leur zone d'affectation, sur leur vecteur, comme on pourrait le faire sur un segment, et ainsi ajouter des tas et des tas de possibilités, surtout du contrôle à vos réglages. Tout ceci est bien joli, tout ceci est bien technique, mais qu'est-ce que l'on fait avec ce genre d'outils? Eh bien, je vous propose de me rejoindre dans quelques instants, histoire de regarder ce que j'ai traficoté sur les images que vous voyez en bas dans mon banc de film. A tout de suite. Je vais vous faire défiler quelques petits essais et vous montrer les possibilités, en tout cas certaines possibilités du logiciel. Sur cette photo ici, nous avons un petit jeton sur la gauche. Vous le voyez celui-ci, ce petit bout là? On se demande vraiment ce qu'il peut bien faire. Regardez, un clic, boum, disparu. Génial, non? Hop, je le fais disparaître grâce à mon petit réglage. Une autre photographie. Vous ne trouvez pas que ce nez est un petit peu de travers? Attention, je clique. Hop, un nez tout droit. Génial, non? Et le visage est préservé dans ses proportions et dans son aspect. Avant, après. Génial, non? Cette photo. Regardez le bout du nez de cette jeune fille. Je clique. Hop. Et voilà une petite opération de chirurgie esthétique rapidement effectuée. Avant, après. Vous voyez, c'est très discret, mais c'est très efficace. Regardez cette fleur. Vous la voyez? On la voit mieux maintenant. Hop, j'en ai fait varier la taille. Clic. Très facilement.
et vous voyez que l'image n'est absolument pas déformée. Si je vous avais montré cette image avant l'autre, vous n'auriez pas vu la différence. Avant, après. Et enfin celle-ci. Voici la position du bras. La position du bras donne donc sous le flanc du bras une ligne qui n'est pas très gracieuse. Je clique et hop, nous voilà avec un petit bras bien droit. Vous voyez que grâce à ce logiciel, grâce à ce module, pardonnez-moi, vous avez la possibilité de modifier certaines structures, certaines zones de l'image qui pourraient vous apparaître comme disgracieuses. Je vous propose maintenant de revoir chaque image. Nous allons revoir notre petite photo de poker. Nous allons la réinitialiser. Hop, voilà. Et faire apparaître, grâce à ce petit pictogramme ici, cette fois-ci, le chemin, le point, la courbe que j'ai implanté à l'intérieur. J'ai donc posé un point ici, au niveau de mon jeton, qui est ici. Je l'ai fait apparaître avec un vecteur dont j'ai réglé la force, jusqu'à ce qu'il repousse délicatement mon jeton. J'aurais pu resserrer ici ma zone. Je la fais apparaître, clic, mais vous voyez qu'ici, on voit quand même des détails qui sont pas très naturels. Donc, plus je tends ma zone d'affectation, plus j'adoucis mon réglage, et moins cela se voit. Vous voyez? Sympa, non? Sur le nez, c'était un petit peu plus compliqué. Je fais apparaître mon chemin. Vous voyez que cette fois-ci, j'ai fait des lignes avec des vecteurs dont j'ai réglé l'orientation. On va se rapprocher un petit peu. Et vous voyez qu'ici, hop, je peux faire bouger la position du nez tranquillement, grâce au point, faire sortir ou rentrer celui-ci. Et vous voyez que je peux très facilement modifier la taille du nez. Je peux remonter celui-ci, le redescendre, faire absolument ce que je veux, et bien entendu, régler les zones d'affectation de l'image de manière à ce que ceci soit plus cohérent. Je prends un petit peu de recul. Bon, là je l'aurais un petit peu modifié, clic. Avant, après. C'est absolument génial car l'outil est très propre et rend un résultat vraiment surprenant. On ne voit absolument rien. Sur cette troisième image, clic. J'ai posé un point radial inversé. Vous voyez ici le vecteur. Et grâce à celui-ci, je peux resserrer, vous voyez, vers l'intérieur, hop, mon point. Clac. Il me suffit de serrer, si je le veux, d'agrandir la zone afin de donner plus de progressivité. Vous voyez que petit à petit, je viens comprimer l'ensemble et je peux même améliorer encore le nez de cette jeune fille. J'efface et nous allons faire un petit avant-après. Regardez, c'est absolument magique. Hop, je le fais rentrer à l'intérieur. En mode radial et surtout en mode radial inversé, il est très facile, par exemple, pour une personne qui a un grain de beauté un petit peu proéminent, d'utiliser ce mode pour venir l'écraser, le resserrer, l'enfoncer dans le visage, tout en le conservant. Parce que parfois, c'est charmant, mais un peu trop gros. Vous pouvez, grâce au module liquéfié et au mode radial, faire ce genre de choses. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait sur l'image suivante. Mais cette fois-ci, dans l'autre sens. Je suis en mode, cette fois-ci, radial, donc j'ai agrandi, vous voyez mon phénomène, pour faire grandir ma fleur. En élargissant ma zone d'affectation, j'essaie de déformer un petit peu moins l'idée et resserrer. Je peux aussi donner une forme légèrement différente à ma fleur en tournant l'orientation de mon vecteur. Vous voyez, c'est très souple et très facile. Une fois que j'ai pris le recul nécessaire, plus rien ne se voit, c'est absolument magique. Avant, après. Pour la dernière image, ici, j'ai donc posé cette fois-ci des courbes que vous voyez apparaître là. J'ai donc donné autant de points qu'il me fallait pour obtenir des zones rognées. Je vais me rapprocher ici et vous voyez ici la ligne du bras. Avec ces points, je peux faire varier cette ligne et vous voyez que je peux creuser ou tendre gentiment, hop, tout ce que je souhaite faire. Avec une souplesse qui est absolument déconcertante. Ensuite, il ne me reste plus qu'à orienter mes vecteurs, hop, dans le sens que je veux, pour que cette ligne soit le plus droit possible. Et grâce à la taille des zones d'affectation, je peux régler progressivement mon réglage et ainsi le faire apparaître moins tranché. Génial, non? Avant, après.
On peut se servir de ce petit module pour faire des tas de choses. Les possibilités sont immenses. Reste à bien maîtriser la manière dont fonctionnent les nœuds, la manière dont fonctionnent les vecteurs et tous les petits secrets cachés que je vous ai montrés. Donc, mon premier conseil est de bien entendu télécharger ce petit damier. Entraînez-vous à maîtriser les outils, puis faites vos petits essais progressivement et vous verrez qu'à terme, vous allez pouvoir faire des choses absolument extraordinaires grâce à ce module liquéfié. Je remercie encore publiquement Pascal Aubry pour son implantation dans le logiciel Darktable. C'est vraiment une chance car, je vous le rappelle, ce petit module n'existe absolument pas sur aucun autre dérotiseur de ce type, qu'il soit libre ou non. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce tuto, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne Carafif, et comme d'hab c'est bon pour le référencement. Abonnez-vous, visionnez et surtout partagez afin que ces vidéos profitent au plus grand nombre. Et surtout n'oubliez pas, venez vous inscrire sur le site darktable-tux5mini.org, ce formidable site qui vous permettra d'avoir de nouveaux copains, du soutien, des échanges, bref, tout ce qu'il vous faudra pour bien maîtriser, bien utiliser et bien partager Darktable. A bientôt, salut, bye bye.